Salut tout le monde, je m'appelle Lisa et je suis éducatrice spécialisée et intervenante en toxicomanie et en santé mentale. Aujourd'hui, on continue avec les techniques d'intervention pour la partie 3. Cette section-ci parle surtout des mesures qui vont être restrictives. Donc, on va soit utiliser des conséquences, des mises en garde, des restrictions de quelconque sorte. On va aussi utiliser le retrait, les contraintes physiques. Donc, ce sont toutes des techniques, selon moi, qu'on doit utiliser avec parcimonie parce qu'il y a quand même un risque de dommages faits à la relation avec l'élève. La restriction de l'espace et des objets. Cette technique-là, dans le fond, c'est de retirer à l'enfant ou à l'élève le droit d'utiliser des outils, des objets ou un espace quelconque. Par exemple, ça pourrait être d'enlever à Olivier le droit d'utiliser des ciseaux parce qu'il n'arrête pas de menacer sa voisine avec. On va juste utiliser cette technique-là si on a vraiment une crainte que le jeune se désorganise au point d'avoir des conséquences sur la sécurité du groupe ou de lui-même. Ça reste une forme de contrôle de l'élève, donc c'est pour ça que je dis que c'est une technique qu'on va utiliser le moins possible parce que le jeune va se sentir contrôlé et on ne veut pas lui donner l'impression qu'on essaie de le faire soumettre à notre autorité. La permission formelle. Ça, c'est le fun parce que ça nous permet d'être un petit peu plus lousse, ça nous permet de donner des privilèges à nos jeunes pour encourager le fait qu'ils ont des bonnes conduites. Il faut faire attention par contre parce que des fois, il y a un double tranchant qui est que le jeune va quand même utiliser un comportement négatif juste après la permission ou le privilège. L'interdiction formelle. L'interdiction formelle, ça marche avec deux groupes selon moi et ceux au milieu, on les utilise pas. Ça fonctionne pas. Donc, on va les utiliser avec les tout petits pour essayer de leur faire comprendre il est où le cadre dans le fond d'intervention. Sont où les règles, sont où les normes, sont où les attentes de l'adulte, mais aussi de l'école, de l'institution qu'on représente. On va aussi l'utiliser avec les plus grands pour essayer d'éviter de rentrer dans la rationalisation, dans l'argumentation avec eux sans arrêt. Donc, on va utiliser un ton neutre qui dit « ça, c'est non ». Le regroupement. Le regroupement, dans le fond, c'est de changer le contexte d'apprentissage du jeune pour essayer d'encourager un meilleur comportement de sa part. Je vous explique. Il y a le regroupement qui est total. Donc ça, c'est de prendre l'élève et de l'envoyer, par exemple, dans une autre classe. Donc on change complètement la constitution du contexte. Le regroupement partiel, ça va être de le changer d'équipe. Par exemple, si vous faites un travail en atelier, bien, ça va être de prendre Olivier et de le changer d'équipe d'atelier pour essayer de voir si c'est le contexte de groupe ou le contexte d'équipe qui jouait sur son comportement. Le regroupement interne, on va changer le contexte d'apprentissage ou les objectifs d'apprentissage pour justement voir si le jeune va s'adapter de façon plus positive avec un comportement qui n'est pas nuisible. Les promesses et les récompenses. Ça, là, en bon vieux terme, c'est ce qu'on appelle donner un nanan à la fin. Fait que dans le fond, c'est de motiver le jeune avec une récompense qui est promise dans le futur si le comportement est rempli, si l'attente est remplie. Donc, par exemple, ça pourrait être de dire à Jacob que chaque fois qu'il va lever sa chaise avant de partir, il va recevoir un petit muffin le lendemain matin. Là, je dis n'importe quoi. L'affaire, c'est que là aussi, il y a un double tranchant. Si tu peux pas, en tant qu'adulte, respecter ta promesse, ben ça fait en sorte que tu perds la crédibilité au niveau du jeune. Si le jeune n'est pas capable de respecter ses engagements, ça peut faire en sorte que si tu donnes un banane en avance, qu'il fasse pas ce que tu lui as demandé de faire. Si le jeune est trop jeune, puis qu'il comprend pas le lien de cause à effet entre le bon comportement et le nanan, ça sert à rien d'en utiliser un non plus. Et bien d'autres choses à parler, mais je vais essayer de rester concise dans cette vidéo aussi. Si jamais vous voulez en connaître plus sur cette technique-là, allez voir mon document aide-mémoire dans ma boutique Carrefour pédagogique. Les mises en garde et les conséquences. L'adulte va mettre en garde le jeune qui va avoir une conséquence s'il n'arrête pas son comportement et va donner la conséquence. Donc, ça pourra être de « Hey Jeannot, si tu te mets pas en ligne tout de suite, je vais devoir reprendre ta récré avec toi tout à l'heure. » Ça là, il faut juste l'utiliser si le jeune il comprend que c'est de sa responsabilité à lui d'arrêter le comportement. Parce que sinon, ça fait juste en sorte qu'on essaie de le contrôler et encore une fois, ça peut faire monter la résistance du jeune. Le retrait. Ça là, j'aime pas ça. Parce que souvent, le retrait, il est mal utilisé par les intervenants, par les professionnels d'éducation et je vais vous expliquer pourquoi ici. Donc, le retrait, ce n'est pas de mettre à l'écart le jeune dans un coin et de le faire sentir rejeté. Ce n'est pas de le mettre en retrait pour le punir non plus. Le retrait devrait seulement être utilisé comme manière de prévenir une désorganisation, une contamination ou un rejet par le groupe. Fait que si ton jeune rejet fait quelque chose de mal, la pire affaire que tu peux faire, c'est le retirer du groupe.
faut jamais oublier de donner une alternative à ce jeune-là lorsqu'il est retiré du groupe et c'est toujours en fonction d'une prévention d'un comportement. Donc, si on voit que le jeune, par exemple, commence à se lever debout, on va prendre le jeune, on va lui dire « Hey, écoute, juste pour être sûr que la journée continue comme il faut, on va se donner une petite pause, puis je vais te donner un exercice à faire dans le corridor à la place. » Vous allez toujours le rechercher après 15 minutes. Là. Vous ne lui faites pas passer la journée dehors. Ça ne sert à rien. On peut aussi utiliser ça si notre intervention avec le jeune est compromise par la présence du groupe. Donc, on va retirer le jeune avec nous dans le corridor pour aller avoir notre intervention et après ça, on va le réintégrer dans le groupe. La contrainte physique. Ici aussi, je vais prendre mon ton sérieux parce que les contraintes physiques sont utilisées comme moyen d'intervention, comme technique d'intervention, mais ça n'en est pas une. La contrainte physique, c'est un moyen de protéger la sécurité et la santé d'un jeune ou de son entourage en contraignant physiquement avec notre corps ou avec des moyens de contention physique le jeune. Si je te disais que dès que tu fais quelque chose de mal, je vais devoir t'arrêter, te faire un arrêt d'agir, te mettre par terre par exemple et t'empêcher de bouger. En tant qu'adulte, comment tu réagirais, tu penses? Ça brise les liens avec les jeunes quand on en fait pour rien, quand on en fait trop ou quand on en fait quand on est en colère nous-mêmes en tant qu'adultes. La personne qui fait une contention physique de 1 devrait toujours avoir sa formation, soit une formation Oméga ou une CPI. Ça ne devrait pas être l'enseignant qui fait ça. Il faut toujours qu'il y ait un danger réel. Fait que là, on ne parle pas du jeune qui fait une crise du bacon à terre, qui dérange personne et qui n'a pas l'impression qu'il va se faire mal. C'est pas là qu'on fait une contention physique non plus. Si le jeune a une paire de ciseaux et s'élance vers quelqu'un d'autre avec l'intention de blesser, là, on va faire une contention physique. Si un jeune tape dans un casier à coups de poing, mais qui n'est pas en train de se blesser, on ne fait pas de contention physique. Là, tout ça, ce que je vous dis, c'est sûr que moi, c'est teinté par mes valeurs, c'est teinté par mon approche d'intervention. Je sais que c'est pas comme ça partout dans les écoles. Je comprends qu'il y a des directions qui sont derrière vous à vous demander certaines choses. Mais c'est illégal de faire une contention physique quand il n'y a pas un danger réel pour soi ou pour les autres. Et je tiens à le dire parce que si vous faites une contention physique illégale, les parents de ce jeune-là peuvent revenir contre vous, peuvent essayer de prouver que vous n'avez pas utilisé la force nécessaire, mais plus que la force nécessaire dans une crise. Donc, c'est vraiment important de discuter avec votre direction sur c'est quoi les attentes et le cadre d'intervention par rapport aux contentions physiques. Sur ce, je vous recommande beaucoup d'écouter mes prochaines capsules parce que je vais parler justement du processus d'intervention pour désamorcer une crise. Bien entendu, les contentions physiques ne devraient qu'être utilisées par des gens qui ont leur formation et ce que je vais donner comme information n'est pas une formation. Donc, je tiens à le dire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous tente, vous pouvez aller downloader mon aide-mémoire en technique d'intervention qui est dans ma boutique Carrefour Pédagogique. Si vous voulez en apprendre plus sur les comportements, sur les manières d'interagir et d'intervenir avec les élèves qui ont des difficultés de comportement, je vous recommande aussi d'aller télécharger mon guide référentiel en gestion de comportement qui est aussi sur ma boutique Carrefour Pédagogique et qui contient des techniques d'impact, des ateliers, des activités, des grilles d'observation et beaucoup plus encore, entre autres des fiches théoriques sur comment intervenir avec certains comportements, entre autres le passif agressif, l'arrogance, le moulin à parole, etc. Bonne journée!